La dure loi du karma est sans doute le chef-d'œuvre de Moyenne. On y découvre non seulement un conteur hors pair, mais aussi un formidable ethnographe montrant comment on est, comment on se marie, comment on meurt au temps du communisme. On comprend, à travers le récit, comment les humiliations de la réforme agraire ou de la révolution culturelle réactivent celles des anciens charivari, mais aussi comment les structures anciennes résistent à la collectivisation. Car il ne suffit pas de le décréter pour faire du passé table rase. Comment des gens de noms différents pourraient-ils manger à la même marmite quand les solidarités ancestrales se fondent sur le clan, s'interroge Lanlien. Cela ne veut pas dire que Moyenne s'inscrive dans le courant nostalgique de la littérature des racines. S'il aime infiniment son canton de Gaomi, il ne cache rien des brutalités paysannes, les infanticides, les abandons, les coups pleuvant sur les filles récalcitrantes, les assassinats des vieux parents devenus bouches inutiles. Dans le clan du Sorgho, c'est un père qui n'hésite pas à marier sa fille à un lépreux contre un âne. Dans la mélopée de l'ail paradisiaque, ce sont des cadres, complices des mariages croisés, par lesquels deux familles enchaînent leurs 3 garçons et leurs 3 filles, comme on attacherait ensemble des criquets. Mais si la culture populaire est violente, elle est aussi précieuse par la place qu'elle fait au corps, occulté par la littérature officielle. Là encore, c'est bien le modèle zolien que suit Moyenne. Lecteur de la terre, il raconte en miroir dans Baussin-Belfès l'accouchement d'une femme et la mise bas d'une ânesse. Comme les paysans de Rogne, ceux de Gaomi répugnent à faire la dépense du vétérinaire, mais ils doivent se résigner à appeler l'oncle Fan. Pendant que tous s'affairent auprès de la bête, Changwan Loucheux se débrouillera seul. Mais l'enfant se présente mal, et l'on ne peut se passer de la tante Soun. La matrone rentrera le pied de l'enfant dans l'utérus de la mère, comme Patoire le faisait avec la patte du veau, et l'oncle Fan avec celle du petit mulet. Le bébé semble mort-né, comme le veau de la terre, mais à l'image de Patoire, tirant un second veau du ventre de la coliche, comme il aurait sorti un mouchoir de sa poche. La tante Soun annonce la bonne nouvelle à la mère. « Ne pleure pas, il y en a encore un dans ton ventre. » Et l'enfant se faufile comme un poisson, au milieu du sang frais, sortant à gros bouillon entre ses cuisses. En décrivant ainsi ces personnages, jusque dans leur misère d'entrailles, Moyenne rompt avec les pantins du réalisme socialiste, capable d'escalader des montagnes de couteaux et de descendre dans des mers de flammes, comme Zola le faisait avec le pantin métaphysique des classiques ou le mannequin philosophique des romantiques. Rendre au corps sa vérité physiologique, c'est refuser ces héros de propagande, accomplir le retour du refoulé communiste. Lorsque meurt le vice-maire Wang, dans les 13 pas, c'est la panique au parti. Le cadavre est obèse. Pour faire taire les esprits forts qui fustigent les gros bites des cadres, on confie la dépouille mortelle à une esthéticienne qui le débarrassera de sa graisse superflue et lui rendra une apparence conforme à l'ascétisme révolutionnaire. Mais il y a pire. Le vice-maire a une maîtresse. Il est pourtant entendu que les cadres ne sauraient être que des maris exemplaires. Ce n'est pas une attitude réaliste, proteste Moyenne, qui mêle systématiquement critique littéraire et fiction romanesque. Mes personnages sont déterminés par leurs organes génitaux, affirmait Zola. Le sexe masculin est le mât de la vie, et le sexe féminin, la coque du navire, répond comme en écho Moyenne. Il faut donc élargir le vocabulaire. Pourquoi critiquer certains termes tels que poil sous les aisselles ou poil pubien? C'est très beau à regarder. Pourquoi la même chose écrite donne-t-elle cette impression de blasphème? Darwiniste convaincu, Moyenne se méfie pourtant des modèles biopolitiques du naturalisme. Pour les rouges, c'est parce que Visage Bleu est porteur d'une tache mongolique qu'il est réfractaire. Et si Fang Fuquet se voit refuser d'entrer au parti dans les 13 pas, c'est parce qu'il a un os à l'envers à l'arrière de la tête, l'os du rebelle, indice certain d'une nature réactionnaire. Quant à l'eugénisme de Zola, rêvant avec Lucas de croiser les familles pour lutter contre la dégénérescence, il tourne au cauchemar dans Baussin-Belfès, où l'on tente de croiser les espèces au nom de la science prolétarienne. Le gardien du zoo des 13 pas, qui a réussi l'hybridation du tigre et du lion, aura même le projet monstrueux d'hybrider le singe et l'homme, un projet que l'on prête à Mao en personne.
Je voudrais dire enfin ce que le style de Moyenne doit au naturalisme. Les longues descriptions de Zola se transforment chez lui en motifs minimalistes, mais comme disent les Chinois, une goutte d'eau peut refléter le soleil. Dans le radis de cristal, les feuilles de sorgho dansent comme un ballet de moineaux dorés que l'on prendrait pour des ailes de phalène. Dans la joie, sitôt que le jute se courbe au vent, voltigent d'innombrables fleurs, telle une nuée de papillons dansants. On pense, bien sûr, au vol de papillons, éventant Albine et Serge de leurs ailes battantes, les suivant comme le frisson vivant du soleil, comme des fleurs envolées secouant leur parfum. Comme Zola, Moyenne donne aux jeux d'ombre et de lumière, aux accidents de l'atmosphère, à la brume, à la pluie, une matérialité formelle et colorée. Dans le radis de cristal, le soleil, filtré à travers les feuilles jaunes du chanvre, zèbre les corps nus de ses rayons bleus. Dans la femme au bouquet de fleurs, la pluie tisse sur l'univers un immense filet gris. Dans la joie, des paysans marchent sous une pluie battante, prisonniers d'un grillage mouvant, d'un dense filet de trompes d'eau. On retrouve dans ces images le Zola impressionniste d'une page d'amour, s'arrêtant aux taches de soleil qui dansent sur un châle, le Zola japoniste, décrivant une averse comme un filet de soie pâle tendu dans un coin du ciel, et la trame épaisse de l'orage comme un rideau tiré obliquement du vaste ciel à la terre. Attentif aux interactions chromatiques, Moyenne note que le soleil colore de jaune pâle une robe vert sombre et que le noir se teinte des couleurs environnantes. Un soleil couchant, des corbeaux. Les rayons rougeâtres du couchant illuminaient la pinède noire. Les ailes des corbeaux répandaient leur vert émeraude sur les nuages empourprés. Sous le regard des personnages, au gré de leurs affects, les contours des choses se dissolvent dans un kaléidoscope de couleurs et de mouvements. Le sourire de la femme au bouquet se métamorphose en une flamme pourpre, tandis que sa robe vacille dans un flamboiement vert. Dans la dure loi du karma, comme dans la bête humaine, le paysage est déformé par la vitesse. Arbres et fleurs semblent reculer sur les bords, puis se coucher les uns après les autres. On retrouve même, sous la plume de Moyenne, les métaphores sonores de Zola. Dans une page d'amour, l'immense clapotement de la pluie fait un bruit assourdissant de ferrailles remuées. Dans la joie, des tasses émaillées, frappées sur un comptoir, font un vacarme d'orage. Moyenne donne corps au plus infime frôlement des végétaux. Choualala font les tiges de chanvre qui invitent à l'amour. Dans la dure loi du karma, deux jeunes gens s'aiment au plus touffu d'un verger. Comme dans la faute, les fruitiers, dont les troncs n'auraient pu être embrassés que par deux personnes, une expression de Zola, ont grandi démesurément et c'est l'arbre le plus majestueux qui abrite les amants. Ils disparaissent au milieu des frondaisons tandis que les pétales, voltigeant comme des flocons de neige, tombent sur le sol tels des bibelots de jade. Des cadrages à la manière de Zola apparaissent très tôt dans l'œuvre du Nobel chinois. Comme Miette et Silver, s'aimant dans le reflet complice du puits, l'héroïne du clan du Sorgho Rouge et son fils contemplent leur image au fond d'une jarre d'alcool sur laquelle flotte le reflet de leurs deux visages. Des gros plans insolites, des poils dépassant des narines, une bouche grande ouverte, une masse compacte de têtes noires, des visions fragmentées de jambes et de pieds, des éclairages inattendus, démentent le point de vue du narrateur omniscient du réalisme. Dans La femme au bouquet, c'est d'abord à la lueur vacillante d'une flamme de briquet que le jeune soldat aperçoit celle qui va l'envoûter. Puis, ce sont de lointains éclairs et enfin un camion, tout phares allumés, qui lui permettent de l'observer dans leur halo nimbé de pluie. Reste que nous ne connaissons Moyenne qu'à travers ses traducteurs. Nous ne voyons pas le moule très travaillé dans lequel il a coulé la langue du peuple en rupture avec la langue officielle. Car Moyenne refuse d'écrire pour le peuple. Ces pastiches de la phraséologie communiste ont la saveur de ceux de Zola, paraphrasant la rhétorique bonapartiste ou les phrases creuses de l'humanitairerie. Moyenne écrit avec les mots du peuple. Il écrit dans le dialecte du Shandong contre la langue commune inféodée au pouvoir. Il retrouve paradoxalement ainsi les formes du chinois classique contre lesquelles s'était constituée la littérature moderne. Pour mieux juger de son style, il faudrait non seulement pouvoir le lire en chinois, mais encore lire les traductions des textes dont il s'est inspiré en regard des siens. Et là encore, le problème commence dès le titre, malgré l'immense talent de ses traducteurs.
Le titre chinois de Baussin-Bellefesse n'a aucune connotation érotique directe. Il évoquerait plutôt la Marianne de fécondité. Les tétons de ma mère étaient l'amour, la poésie, l'immensité céleste infinie et les grandes terres prospères où ondulent les vagues jaunes d'or du blé, dit le narrateur. Naissance et mort éreintante, le titre chinois de la dure loi du karma vit sans doute, au-delà des réincarnations de Chimène-Nao, le destin tragique de la Chine, plongée dans un cycle infernal de massacres dont elle commence à peine à se relever. Du dernier en date, celui de Tiananmen, Mo Yen ne parle qu'à mots couverts, conformément à l'interdit qui résonne dans son nom, pas un mot. Mais toute son œuvre chante l'inépuisable fécondité de la nature, qui refait continuellement de la vie, même avec nos abominations et nos misères, comme l'écrivait Zola dans La Terre.